Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus assez nombreux pour la suite de ce cycle consacré au western. J'imagine que certains d'entre vous ont assisté à la première séance qui était donc le film de John Ford, My Darling Clementine. Donc juste dire quelques mots, je ne vais pas revenir sur tout le cycle, mais voilà, l'idée c'était de commencer avec des films considérés comme plutôt classiques, dont le film de John Ford et celui-ci, The Far Country, donc d'Anthony Mann, 1954, qui est considéré comme un classique, mais faudra peut-être en reparler. On va voir, le film avec John Crawford, Johnny Guitar la prochaine fois. Et puis après, on essaiera d'aller sur des choses un peu différentes aussi, puisque l'idée du cycle, c'est évidemment de ne pas vous donner une sorte d'échantillon exhaustif, de représentatif de ce que c'est que le western. C'est pas possible. De toute façon, le western, je crois qu'il y a personne n'a réussi à compter combien il y a eu de western dans l'histoire, mais il y en a qui annoncent le chiffre de 10 000, d'autres 20 000. Enfin voilà, c'est quand même colossal. C'est le genre américain par excellence, etc. Et donc voilà, l'idée c'est essayer de montrer peut-être des films qu'on n'a pas beaucoup vus, pas l'habitude de voir, qui ont été peut-être un peu sous-estimés. On va aller voir du côté du western italien et pas de Sergio Leone, parce que je pense que vous les connaissez. Par exemple, on va voir un western Zapata avec El Chuncho. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et plus tard, Keoma, qui est vraiment une sorte de chant du cygne du western italien absolument incroyable, avec Franco Nero. Et puis on visitera un petit peu aussi le nouvel Hollywood, mais avec peut-être des films, alors pas de Garrett et Billy the Kid de Peckinpah est peut-être assez connu, mais Le Juge et hors-la-loi de John Huston avec Paul Newman, il me semble, n'est pas très connu et plutôt sous-estimé. J'aurai grand plaisir à vous le présenter. Donc voilà, j'espère quelques perles rares, et puis aussi d'autres films plus connus évidemment, comme le Eastwood, etc. Donc en tout cas pour ce soir, ce qui nous occupe, ce film d'Anthony Mann de 1954 avec James Stewart. Je vais dire quelques mots pour présenter Anthony Mann. C'est quelqu'un qui a été identifié assez vite comme un auteur très important du cinéma américain dès le début des années 50, notamment par les critiques, entre autres les cahiers, mais positifs sans doute aussi. Et c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 40. Il a travaillé pour la télévision, alors qu'elle était balbutiante, évidemment, dans les années 40. Il a été talent scout, chercheur de talent, et puis il a travaillé avec Preston Sturges aussi, qui est un grand réalisateur de comédie de l'époque. Et puis il va devenir à la fin des années 40 avec une série de petits films de série B, de films noirs de série B, puisque c'était un genre quand même porteur à l'époque. Il va accéder à une certaine reconnaissance parce qu'il va faire une série de films qu'on peut citer. Il y a T-Men, Rodil, des films qui sont tournés donc avec peu de moyens. Et qui sont en même temps extrêmement efficaces, extrêmement nerveux, esthétiquement très impressionnants. Et il a fait sa réputation sur ces quelques films. Et ensuite, dans les années 50, il va tourner beaucoup de westerns, enfin en tout cas au moins une dizaine, je crois, dont une série qui est assez réputée, qui est celle de la série de westerns avec donc James Stewart, dont ce film est le quatrième. Je vous les cite vite fait, mais vous les connaissez peut-être. Ça commence avec Winchester 73 en 1950. Ensuite, il y a... problème des titres anglais-français, je vais un peu jongler parce que les titres français, comme je vous le disais l'autre fois, sont souvent assez malheureux. Mais donc on a Les Affameurs en 52 qui s'appelle Band of the River, ensuite L'Appât en 53, The Naked Spur, et donc ce film-là en 54, et ensuite il y aura L'Homme de la Plaine, The Man from Laramie en 55, qui représente une série assez impressionnante. On y reviendra, mais il a fait d'autres westerns par la suite, mais sans doute moins intéressants, surtout sur la fin des années 50. Je pense à Cimarron avec Glenn Ford, et puis dans les années 60 il va un peu suivre la pente d'Hollywood, qui cherche à faire des super productions avec par exemple La Chute de l'Empire romain ou le Cid.
Bon, en tout cas, sur sur cette série de western, il a été extrêmement admiré en fait pour sa capacité à filmer la nature. Je pense notamment à Bend of the River et The Naked Spur, où il y a une capacité impressionnante à rendre la nature, donc filmée en décor réel, et si vous voulez, à sortir de l'imagerie hollywoodienne, un petit peu pittoresque ou carte postale, si vous voulez, pour donner quelque chose d'extrêmement vivant, et ça a beaucoup marqué les esprits. Il avait vraiment un talent pour ça. Et d'ailleurs, dans ce film-là, ça sera une question peut-être qu'on se posera après le film, de comment la nature est filmée, puisqu'il y a une évolution, quoi. Donc je n'essaierai de pas oublier de ramener le sujet. Et puis James Stewart, évidemment, vous devez connaître, mais ce qu'on peut noter en fait déjà avant peut-être de lancer le film, c'est que James Stewart, il y a un peu de moments dans sa carrière, quoi. Il y a les années 30 où vous avez sans doute vu en fait ce personnage, ces personnages qu'il interprétait toujours extrêmement attachants, cette espèce de grand corps un peu maladroit, toujours très touchant dans des comédies plutôt romantiques ou loufoques. Il a tourné avec Capra, Miss Osena par exemple, mais un personnage extrêmement positif. Et ce qui s'est passé, c'est que James Stewart va quand même changer, semble-t-il, assez profondément suite à son expérience de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a participé, je crois, en fait, à la guerre dans le domaine de l'aviation en Angleterre. Et semble-t-il, ça l'a profondément marqué. Et on sent un changement, en fait, dans les années 50, dans les rôles qu'il interprète. C'est plus du tout le James Stewart qu'on connaissait dans les années 30. Il a en lui une forme de noirceur, quoi, quelque chose, certains parlaient d'une espèce de colère rentrée, quelque chose qui semble-t-il en fait serait lié à son expérience de la guerre. Et je crois que c'est intéressant de le signaler, puisque il me semble que ça transparaît beaucoup dans ce film. Donc là on est quand même... My Darling Clementine en 1946, le western est un genre évidemment déjà très installé, mais pas forcément encore très bien reconnu au niveau de la critique, même si c'est un genre populaire. Hein. Mais dans les années 50, ça va devenir de la série A, c'est-à-dire que Hollywood va mettre des moyens, des talents, etc. Et ça va devenir un genre reconnu à part entière, admiré par tout le monde. Donc ça change un petit peu la donne quand même. Le film a été tourné au Canada, et on verra du coup comment. Et donc je pense que je vais m'arrêter là, on va lancer le film. Juste vous dire que c'est une très belle copie que vous allez voir, qui est très bien restaurée, mais il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'en 1954, Hollywood cherchait déjà à concurrencer la télévision en offrant des images très très grandes, pour donner plus de spectacles. Donc c'était l'exploitation du cinémascope, donc cette image très large par la Fox. Et puis il y a d'autres studios en fait qui n'avaient pas le brevet cinémascope et qui faisaient des images un peu larges mais pas autant, et avec une technique en fait de moindre qualité. C'est-à-dire que pour agrandir l'image, pour vous dire ça grossièrement, en fait, on zoomait un peu dans l'image carrée d'origine, quoi. Et donc ça donne des films qui souvent sont un peu granuleux, en fait, qui révèlent un petit peu les défauts de la pellicule de l'époque. Mais encore une fois, j'ai prévisionné un petit peu cette copie, et je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment magnifique de restauration. Donc j'espère que ça va vous plaire, et puis qu'on se retrouvera après pour en discuter. Voilà, très bonne séance. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour ceux qui étaient là sur My Darling Clementine, j'espère que vous avez reconnu Walter Brennan, qui jouait donc le père Clanton, Souné, et qui donc là joue Ben. C'est un acteur génial, et là il est plus proche peut-être du Walter Brennan qu'on connaît et qu'on verra dans Rio Bravo, peut-être. Enfin, ce côté, ce vieillard sympathique, qui fait toujours plus vieux d'ailleurs que ce qu'il est en réalité, ce que lui fait remarquer Jeff à un moment donné. Pardon ? Il joue pas d'harmonica, non. Oui, il n'y a pas beaucoup de musique dans ce film. C'est vrai que je disais, les westerns sont souvent très musicaux, mais là, il y a la musique d'accompagnement, mais je veux dire,
contrairement au film de Ford par exemple, quoi. Je vais peut-être dire quelques mots pour amorcer le dialogue, puis j'essaie d'être moins long en tout cas que la dernière fois, je pense. Peut-être la première chose que je voudrais remarquer, c'est que comme vous l'avez vu au début du film, en fait, l'action se situe en 1896, et c'est quand même assez tardif pour un western. Comme vous le savez, le western, ça s'intéresse quand même majoritairement à la période de la conquête de l'Ouest, grosso modo 1860-90. Pourquoi 1890 ? Parce que c'est symbolique, hein. Bon, évidemment, c'est pas arrêté d'un coup, mais 1890, il y a eu la déclaration de la fin de la frontière, quoi. Donc il y a eu sur une trentaine d'années un mouvement de peuplement de la moitié du continent nord-américain qui a été extrêmement rapide finalement. Le western s'intéresse globalement plutôt à cette période-là. Et donc ce film-là est relativement tardif par rapport à ça. Même l'Alaska en fait a été acheté très tard. A été acheté à la Russie en 67. Ça, je trouve ça assez marrant parce qu'il n'avait pas payé très cher. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est la géographie, évidemment. Enfin, ça, c'est évident peut-être, mais la frontière à laquelle on pense quand on dit qu'elle s'arrête en 1890, c'est évidemment la frontière du Pacifique, la Californie, etc. On pense rarement au nord, en fait. On pense rarement à Alaska, Canada, et là, en l'occurrence, frontière Canada avec Dawson. Et je trouve ça très intéressant, en fait, que le film se situe à cet endroit, à ce moment tardif, à un moment où, du coup, il dépeint, en fait, un endroit qui est où se continue à se jouer, finalement, la conquête de l'Ouest, alors que le pays est en train de se moderniser à vitesse grand V, en fait. Donc je trouve qu'il y a un ensemble de remarques peut-être à faire sur le parcours, la trajectoire en fait déjà géographique en fait qui est dans ce film. Oui, je disais on a peut-être si on reprend le film de Ford par exemple, il y avait quand même cette idée qui est dans beaucoup de westerns du cow-boy qui arrive en fait qui chevauche dans une étendue infinie en fait. Il y a cette mythologie en fait, de l'étendue de l'Ouest qui paraît infinie, presque hors du temps. Enfin voilà, tout ce qu'on connaît de la mythologie du western. Et c'est ce qu'on avait dans My Darling Clementine avec Wyatt Earp qui arrivait du désert alors à Monument Valley et qui repartait dedans, donc avec une direction qui restait quand même assez floue, quoi, si vous voulez. Là, en fait, on a un trajet qui est très différent. Et d'ailleurs, on ne voit pas en fait toute la partie qui est censée contenir toute la mythologie des traversées avec le moment où Jeff arrive au début avec son bétail. On apprend qu'il a voyagé depuis je ne sais plus où, d'ailleurs j'ai oublié l'endroit d'où il est parti, mais on apprend par quelques lignes de dialogue effectivement qu'il a déjà amené son bétail de très loin. Il a eu des problèmes, on ne sait pas très bien est-ce qu'il a tiré dans le dos ou pas des cow-boys qui voulaient voler son bétail, mais on a quand même je voulais remarquer tout de suite que dès le début du film, il monte dans un bateau. Donc on a déjà en fait cet élément de modernité mécanique, quoi. C'est-à-dire qu'on on accélère tout de suite le transport, quoi. Donc on raccroche un petit peu tous ces éléments en fait de développement de la société qui les fameux bateaux à vapeur avec les roues à aubes qui ont considérablement accéléré en fait les échanges dans les États-Unis. Enfin voilà, c'est quelque chose de connu, qui ont favorisé le développement du capitalisme américain, etc. Et puis si on regarde un peu le trajet finalement, au lieu on a cette arrivée d'abord, c'est Seattle, il prend le bateau, Seattle, pardon, il arrive à Skagway, donc en Alaska, la petite ville là qui est tenue par Gannon, on en reparlera. Et puis après, il monte jusqu'à Dawson, qui est donc après la frontière canadienne.
Et il y a ces paysages magnifiques, je vous avais parlé de la nature hein, chez Anthony Mann, et c'est vrai que là on est quand même servi, ça a été filmé dans le Canada, je ne pense pas exactement aux endroits décrits par le film, mais enfin censés se dérouler dans l'action, mais moi ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on a à la fois la beauté de ces paysages, de ces montagnes, et en même temps un sentiment d'enfermement, c'est-à-dire que c'est comme si l'espace finalement du cow-boy en fait se rétrécissait, jusqu'à cette impression de cul-de-sac à Dawson City, qui est pas voilà, qui est à la fois en fait symbolisée par les montagnes finalement qui barrent un peu le passage, mais aussi le fait que c'est dans l'action en fait c'est dit qu'il y a qu'un passage pour y aller et c'est extrêmement dangereux quand on revient, on risque de se faire attraper par les bandits, la bande à Gannon, etc. Donc on a, je trouve voilà, une trajectoire pour une fois du cow-boy en fait qui comment dire, qui est assez surprenante parce qu'il est, d'une certaine manière, il arrive et il est fait comme un rat, quoi. Il essaie de repartir, de longer la rivière sur les conseils d'un Indien qu'on n'a pas vu, mais enfin bon, en tout cas, c'est quand même, voilà, quelqu'un, Jeff, qui a un personnage tout à fait particulier aussi. Je pense qu'on reviendra sur lui, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a comment dire, ce sorte de rétrécissement de l'espace américain qui en fait voilà, dessine un parcours de début à la fin qui comment dire, dit quelque chose voilà, de la fin de la frontière en même temps comment dire, une arrivée de la modernité, quoi. On est quand même je vous disais sur les derniers endroits comment dire qu'on pourrait appeler la frontière, mais comment dire où le pays en fait n'a pas encore complètement voilà, étendu son capitalisme, son industrie, son développement économique, etc. Mais où ça commence à arriver. Et je trouve ça tout à fait passionnant parce que dès le début, de toute façon, il est question d'argent avec le bateau. Il commence par se faire arnaquer parce que, enfin, il est sur le point de se faire arnaquer parce qu'il doit payer $500 en plus pour débarquer ses bêtes, etc. Et c'est tout le temps question d'argent après, quoi. Donc il y a vraiment aussi la dimension économique que je trouve est fascinante dans le film. C'est-à-dire que finalement, le film, je trouve, nous fait vraiment sentir le déploiement d'un capitalisme sauvage, complètement dérégulé. Mais alors bon là, on peut trouver ça un petit peu, comment dire, peut-être caricatural, mais malgré tout, la fin du 19e siècle, c'est comme le moment où c'était vraiment le cas au niveau du pays, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les premières tentatives de régulation pardon, des trusts, des monopoles qui étaient en train de se former. C'est vraiment le moment où il y a les premiers millionnaires, hein, enfin, on ne disait pas encore milliardaires à l'époque. Donc voilà, les États-Unis vivent une période quand même de transformation très très rapide et de développement très très violent en fait du système capitaliste. Et je trouve que voilà, le film fait bien sentir ça en fait avec cette histoire de mine d'or qui est un peu voilà, de réduire en fait cette exploration de l'Ouest et cette promesse d'enrichissement en fait de le réduire vraiment à l'or qui est évidemment c'est la période de l'arrivée vers l'or mais qui est enfin, l'or c'est de l'argent tout de suite, quoi, qu'on peut pas besoin de faire pousser des choses, etc. Donc il y a quelque chose de très brut et de très brutal dans le film de ce côté-là, il me semble. D'ailleurs Gannon, je trouve que son chapeau me fait penser vraiment, il a un haut de forme de, je sais pas, de capitaliste, je sais pas comment dire. Enfin, c'est quelque chose à mon avis à mon avis c'est fait exprès, quoi. En tout cas par rapport à ça, donc ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a ce personnage donc de cow-boy qui lui ne vit que par la traversée de l'espace et qui se retrouve donc pris au piège. Et ce que je trouve très intéressant et très beau dans le film, et peut-être là on peut arriver au personnage de Jeff, c'est que c'est quelqu'un finalement
pas forcément aimable quand même tout de suite. Alors c'est James Stewart, donc on aime toujours James Stewart. Je veux dire là, il a quand même un bon point. Il y a son ami Walter Brennan qui l'humanise beaucoup. Enfin, quand même foncièrement, c'est un individualiste forcené, quoi. Il le dit plusieurs fois, c'est quand même rappelé. Ce qui le rend assez, quand même, je trouve, voilà, à plusieurs moments assez antipathique. C'est l'homme en fait de voilà, de la liberté absolue. Chacun pour soi, et puis le reste, on s'en occupe pas, quoi. Donc il incarne ça, et ce que je trouve très intéressant dans le film, comment dire, pas émouvant, mais en tout cas, oui, assez poignant quand même, c'est le fait qu'il est, de la même manière qu'il arrive dans un endroit où il est pris au piège physiquement, géographiquement, il est aussi pris au piège, en fait, justement, de cette modernité qui cherche à se constituer. La question de la petite ville avec la communauté, comme dans My Darling Clementine, mais sur un mode tout à fait différent, puisque chez John Ford, vous vous souvenez, comment dire, Wyatt Earp, il arrive au début du film, son frère se fait tuer, il accepte immédiatement d'être shérif, ça arrive très vite, et tout de suite, en fait, il se met au service de la communauté. Il veille sur elle, il veille à son équilibre, fait respecter la justice, etc., avec quelque chose d'un peu presque surnaturel, justement, dans ce mouvement de bonté, quoi. Ici, pas du tout, en fait. On sent une réticence chez le personnage, parce que c'est quelqu'un de, voilà, je vous disais, extrêmement individualiste, presque cynique ou presque misanthrope. Et j'aime beaucoup, en fait, cette idée qu'il soit... qu'il en vienne finalement à aider cette communauté, parce que c'est ce qui se passe à la fin, évidemment, avec le règlement de compte, avec Ganon, qui est magnifique, le duel, et puis à la fin, la communauté qui, une fois qu'elle est débarrassée de la personne la plus dangereuse, s'unit, en fait, finalement, derrière lui, quoi. Mais ce qui me passionne dans le film, c'est que on n'est pas tout à fait certain à 100% en fait qu'il ait fait ça pour eux, quoi. C'est pas, voilà, les choses l'ont poussé en fait à faire ça. Il y a son intérêt individuel d'abord, puisqu'en fait il peut plus s'échapper avec son argent. Il y a surtout le fait qu'on va tuer son ami Ben. Et puis à un moment donné, voilà, il y a comment dire, quelque chose qui se réveille en lui. Il y a quand même un sens de la justice. Mais on a vraiment cette impression qu'il est contraint et forcé, quoi. Moi, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais il reste quelque chose d'un peu ambivalent chez le personnage, à mon avis. Et il y a quelque chose, en fait, voilà, du cow-boy de l'Ouest mythologique qui ne veut pas, comment dire, qui ne veut pas de la civilisation telle qu'elle se forme, en fait, d'une certaine manière. C'est assez dérangeant, d'une certaine manière, je trouve. Et on est un peu, évidemment, nous, en tant que spectateurs, il me semble qu'on est partagé entre ça, parce qu'on aime tous les cow-boys qui chevauchent dans la plaine, etc. Mais on aime tous aussi les communautés avec les personnages truculents, l'ivrogne, voilà, le saloon, l'entraide collective, la volonté de construire une ville avec une justice, comme ils disent, le tribunal, l'école, etc. Donc moi je trouve qu'on est, voilà, on est aussi un peu partagé, un peu divisé, quoi, il me semble, dans le film, même si on est content qu'à la fin il fasse le bon choix. Mais il y a cet élément-là, en fait, qui me fait dire que ce film, finalement, fait partie des classiques des années 50, mais d'une certaine manière, en fait, et ça c'est ce que faisait Anthony Mann dans sa série de films, c'est que c'est quand même c'est pas des héros purs comme on pouvait en voir à l'époque, quoi. C'est pas le train sifflera 3 fois, quoi. C'est des héros qui sont un petit peu anti-héros, quoi. Et je trouve que d'une certaine manière, on a même des prémices chez Jeff de ce qu'on va retrouver plus tard dans le western italien, cette dimension du personnage extrêmement égoïste, qui ne voit que son propre intérêt. Enfin, parfois on pense un petit peu, voilà, au personnage d'Eastwood qui est uniquement à la recherche de son propre gain, de ce qu'il peut retirer d'une situation.
Et il y a comme ça quelques éléments dans le film qui nous projettent un peu mentalement dans la suite. Je pensais aussi le fait qu'il se fasse tirer sur la main, ça c'est un truc typique qui va être beaucoup repris dans le western italien, je pense à Django par exemple. Et même le règlement de compte sous le plancher là, du saloon, ça c'est un truc, j'ai l'impression que ça a été beaucoup repris aussi dans les westerns italiens. Bon, à vérifier. Mais enfin voilà ce que je peux vous dire, ce que m'inspire le film là tout de suite, mais peut-être j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça. Un des éléments que je soumets aussi à la discussion d'interprétation, c'est pourquoi il arrive à venger en quelque sorte Ben, mais en même temps, pourquoi il aide la ville, c'est parce qu'il sent bien qu'avant qu'ils arrivent tous unis, parce qu'il ne s'y attend pas forcément, c'est qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls. Il pense qu'il y aura encore plus de morts s'ils s'affrontaient directement avec les bandits. Et donc je pense qu'il y a un côté où il se dit, c'est là où il se raccroche à la fin vers la communauté, c'est toujours le problème d'Anthony Mann entre les solitaires et la communauté, mais je pense que, et il dit cette phrase-là, et alors l'église et le truc, c'est-à-dire que tout d'un coup il sent bien qu'ils vont peut-être faire société, que la communauté va devenir une société, et que tout seuls ils s'en sortiront pas. Et puis on peut avoir une lecture religieuse, même si je ne l'ai pas moi forcément, mais on peut l'avoir. Est-ce que finalement c'est pas de la rédemption aussi pour lui? C'est-à-dire que finalement c'est un type qui vient de nulle part, qui n'a pas beaucoup de morale à part le fait de croire en lui-même et que personne ne cède, il le dit plusieurs fois dans le film, et que peut-être on peut avoir une lecture aussi en se disant c'est peut-être aussi de la rédemption, parce que quand on regarde, tous les méchants sont tués quasiment, et lui qui aurait pu être entre les deux, finalement il sauve son âme en quelque sorte si on va jusqu'au bout, et c'est pas pour rien que c'est la jeune fille, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'il va la prendre comme fille adoptive ou est-ce qu'il va la prendre comme femme. On est en 54, donc à mon avis ils vont se marier quoi. Je pense qu'il sera plutôt fille, j'imagine. Mais je ne sais pas, je sais pas, là pour une fois, je n'en sais rien. Mais il y a un côté où il est un peu sauvé aussi, en quelque sorte. Oui, complètement. Je pense que par rapport à ça, il a besoin de tout perdre aussi, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est... Alors, est-ce que c'est propre au parcours de rédemption? Mais en tout cas, quand il dit à la fin, et alors votre église, machin et tout, on sent bien que les autres, ils disent, ouais, non, mais c'est toi qui dis ça. Je veux dire, tais-toi. mais il y a vraiment cette idée de... il a besoin d'être au fond du trou et de tout perdre pour enfin, finalement, s'intéresser justement à la dimension humaine. Et puis, il y a la petite clochette, quoi, cette histoire qui ramène... Oui, monsieur, vous vouliez prendre la parole? À un moment, Ben lui dit « Pourquoi tu veux partir? Il y a ici nos amis. Ouais. Oui. » Et donc aussi, peut-être qu'un... Peut-être aussi, oui. Mais après, il est quand même très individualiste. Hein. Oui, mais... Ils sont tous émigrés de base, mais l'Américain est émigré de base, malgré ce que dit Trump. Mais ils sont tous un accent, ils sont tous étrangers, européens, dans son communauté, et lui, américain, très individualiste. Oui, alors... c'est surtout la fameuse Freckleface, là, René, c'est ça, son père, oui. Alors, oui. Oui, effectivement. Oui, il y a cette dimension pareil, c'est quand même un moment de l'Amérique où il y a une grosse poussée migratoire, en fait. Hein, c'est, comme vous dites, l'Amérique, c'est que des migrants, mais il y a quand même plusieurs vagues. Et là, on est dans un moment, effectivement, en plus avec la ruée vers l'or, où il y a des gros mouvements de population, quoi, effectivement. Je voudrais te poser une question. On a l'impression que c'est inspiré un peu d'un roman. Alors je crois que c'est Joseph Conrad, qui s'appelle La route de l'or. Je ne pense pas que ça soit Jack London. Et alors donc, en fait, ce film, moi, j'ai plus l'impression qu'il veut parler de cette recherche de l'or dans cette région en particulier. Oui, alors... Et qui était beaucoup plus dur, d'après le roman, que ce qui est décrit là. Hein, parce que, en fait, il fallait qu'il les passe, les montagnes, pour aller chercher l'or. Et c'était encore plus dur que ce qu'on montre. Non, mais c'est pour ça, oui, parce que, oui, effectivement, sur la question de la ruée vers l'or, enfin, sur les petites villes comme ça qui se sont... développé à la faveur de la ruée vers l'or. En fait, il y a d'autres films qui ont été beaucoup plus réalistes dessus. Évidemment, là, on voit pas toute la misère qui est associée à ça, la maladie, que sais-je. Mais c'est vrai que c'est très beau aussi parce que, c'est au niveau de la nature, c'est magnifique. Ah oui, on fait une grande promenade. Ouais, c'est très très beau. Mais là aussi, effectivement, il y a le moment de l'avalanche, par exemple, où on voit très bien qu'il y a aussi ce rapport, effectivement,
du héros chez Anthony Mann a quand même un lien particulier avec la nature, en fait. Lui a pressenti en fait le danger. Enfin, il a une connaissance presque, pour le coup, j'ai envie de dire, voilà, un lien avec la nature que les autres ont perdu, en fait. Et c'est en ça aussi qu'il y a une dimension un peu mythologique en lui, en fait, de ce cow-boy qui fait corps avec la nature, qui traverse le paysage, etc., qui connaît les dangers. Après, dans ce film-là, il y a quand même quelques transparences, il y a quand même quelques moments où c'est pas filmé sur place. Alors, je sais pas, contraintes techniques, scènes de nuit, choses comme ça. Mais il y a quelques moments où on sent que ça retourne en studio. Le tournage lui-même, en fait, est allé un peu s'enfermer à fur et à mesure qu'on avance vers la fin du récit à Dawson City. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour revenir sur cette question de trajet, il y a quand même quelque chose en fait d'assez frappant, c'est que le film commence en fait sur un ton qui flirte beaucoup avec la comédie. Le début est vraiment assez drôle, quoi. Il va se cacher dans le lit avec ses éperons, les machins. Et c'est pour ça que c'est un peu déstabilisant, parce qu'au début, on oublie des informations comme quoi il a peut-être fait des choses pas très nettes. Mais comme c'est filmé sur le ton un peu de la comédie, ça passe comme ça. On est beaucoup de jours, en fait. Enfin, c'est très lumineux. Et plus on va vers la fin, et plus on se retrouve avec des scènes de nuit. Et effectivement avec un ton de plus en plus dramatique, en fait. Il y a une progression du film qui est assez étonnante comme ça. Enfin, on n'est pas, on va d'un ton à un autre. Le film n'est pas uniforme, et je trouve que c'est pas très courant, en fait, finalement, d'assister à ce genre de développement, quoi. C'est vrai, on passe de la lumière à l'ombre, et en même temps ça donnera une autre lumière, puisque en fait lui aussi, en tant que solitaire, il passe dans une communauté qui va devenir une société d'ordre, quand tout va se codifier. Donc c'est amusant ce fait de passer de la lumière au début, très comédie, tout est clair, jusqu'à la lumière de tous les comptes, pour finir peut-être de nouveau, encore une fois, sur une lumière, parce qu'on aura créé une société. Et c'est vrai que le personnage, je le trouve très intéressant. Oui, alors... Les décors sont sombres, parce qu'en fait, ça se passe à la montagne, quand toute la partie où ils exploitent l'or, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien. Et ils passent, quand ils arrivent, c'est déjà, en plus de... Même le jour, c'est sombre. Après, il y a aussi, je pense, pas mal de nuits américaines qui sont aujourd'hui un peu bizarres, parce qu'on dit mais il fait jour, il fait nuit, mais en fait c'est parce qu'ils ont filmé en nuit américaine. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui, sur le fait qu'il y a la promesse d'une nouvelle lumière derrière. Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, ça n'est pas montré. En fait, c'est-à-dire qu'on finit quand même sur quelque chose d'assez sombre, et je crois que le film porte quand même aussi en lui. Alors, certes, la communauté, effectivement, avec la promesse d'une justice, enfin, et d'une entraide, etc., quelque chose de très humain. En même temps, il y a quand même, c'est quand même une ville de la ruée vers l'or, en fait. C'est-à-dire que ça reste quand même un espèce de, je sais pas comment dire, de représentation extrême de ce que donne le capitalisme et la recherche effrénée, en fait, de l'argent. Et ça va pas changer de toute façon, même si on met de la justice. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le film que je vous disais qui tournent autour de l'argent. Il y a ce moment que j'aime beaucoup quand il vend le bétail, en fait, aux enchères, avec comment ça s'appelle, la deuxième femme, c'est Ruth, je crois, qui surenchérit, etc. Et puis à la fin, il marque sur le tableau, désolé, ça va être de l'ours ce soir. Mais il y a un petit côté, on se croirait à la bourse, quoi. Et mais je trouve ça assez surprenant, quoi. C'est des trucs comme ça. Et puis toutes les magouilles de Gannon, personnage quand même incroyable, ce type, quoi. Et qui est, à mon avis, très inspiré du juge Roy Bean. Il y a quelque chose vraiment chez lui physiquement, oui. Et puis cette manière, effectivement, d'ajuster, en fait, le droit à son propre intérêt. Et c'est aussi, ce qui est aussi assez étonnant, c'est que finalement, vous vous souvenez, au début, lui va dire à Jeff, je t'aime bien, il lui dit même plusieurs fois, je t'aime bien. On se dit, ouais, bon, c'est une canaille, mais en fait, on sent qu'il y a une réciprocité, quoi. On sent que finalement, Jeff, moi je trouve qu'il il semble au début au moins lui retourner une forme de sympathie ou reconnaître quelqu'un qui lui est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'un type qui est individualiste,
qui s'est retrouvé dans une situation, s'est dit ouais mais c'est super, je peux raconter n'importe quoi, faire respecter ma loi et en profiter. C'est-à-dire qu'en gros c'est vraiment le capitalisme le plus délirant, c'est-à-dire je crée les conditions de ma fortune en édictant les lois. Enfin c'est caricatural, mais ça rend quand même compte d'un système économique dont on a complètement lâché la bride, quoi. Et en même temps, il faut reconnaître que Gannon a un côté amusant, au moins au début, évidemment. Après, ça se gâte. Mais je trouve ce personnage est assez fascinant. Ouais. C'est un film qui est comment dire, encore une fois, hein, qui a une forme assez classique. On est quand même encore, je pense, dans l'âge d'or hollywoodien, quoi. Enfin, il y a notamment la musique. On sent que des fois c'est très appuyé, voilà. Mais il y a des choses, voilà, je trouve qui vont un peu au-delà de ce qu'on voyait à l'époque, il me semble, je vous dis, dans la noirceur, quand même le commentaire sur la manière dont la société évolue, et puis sur la figure du cow-boy, héroïque, mythique, qui est quand même pas, au fond, qui est quand même présenté comme un personnage pas très reluisant, quoi. Quand on fait le bilan, je veux dire, c'est quand même un sale type, en fait, au fond, quoi. Parce que évoqué tout à l'heure, c'est marrant, j'y ai pensé à plusieurs reprises au personnage de Clint Eastwood. On se demande dans quelle mesure il s'est pas inspiré de ce personnage-là. Même dans les mimiques des fois du visage à un moment-là. Probablement que c'était Léon qui était un cinéphile dingue de western qui a dû choper ça. Enfin, j'ai pas de preuve, hein, j'ai pas lu d'interview là-dessus, mais on peut imaginer ça. Ouais. Alors, sinon oui, pour la petite anecdote, le fameux cheval en fait avec la clochette. Vous savez, à la fin, il est censé traverser tout seul la rue en fait. Et alors c'est marrant parce que je lisais une anecdote de tournage dessus. Soi-disant, donc le cheval devait avancer tout seul, donc il fallait qu'il soit parfaitement dressé. Et puis en fait, c'était compliqué, personne n'y arrivait. Et en fait, c'était le cheval de James Stewart. Il adorait ce cheval, il tournait avec lui dans tous ses films pendant des années. Enfin. Et je crois même qu'à la fin, il a dû l'acheter ou l'enterrer chez lui, enfin un truc comme ça. Mais donc certains témoignages rapportent que c'est James Stewart qui a murmuré à l'oreille du cheval pour le pousser à traverser la rue comme on le souhaitait pour la mise en scène. Mais en fait, en voyant le film, étant donné le découpage, je vois pas du tout l'intérêt en fait de ça. En fait, on doit le voir en plan général pendant 2 secondes. Donc du coup, c'est assez amusant en fait. Je pense que c'est probablement une légende, un truc qui a été construit. Je trouve ça assez amusant, quoi. Voilà. Mais il y a, en tout cas pour raccorder un petit peu avec le western en général, je disais, il y a peut-être ce qui est intéressant dans ce personnage, qu'il y a ce côté où il est obligé de sortir en fait de sa figure de cow-boy, d'arpenteur des grands espaces, de cette figure mythologique. Il est obligé d'en sortir en fait par effectivement cette poussée en fait de la civilisation qui est inéluctable. Et donc il y a quand même cette dimension dans le western qui est quand même toujours de raconter une perte, enfin quelque chose qui disparaît, quoi. Ça c'est intrinsèque au western parce que c'est un genre en fait qui ne fait que écrire et réécrire et réécrire encore et ce qui est arrivé, ce qui était assez court, je vous ai dit, la conquête de l'Ouest, et qui était perdu et qui était beaucoup fantasmé. Donc il y a forcément en fait une mélancolie en fait un peu sous-jacente au genre qui va selon les films affleurer ou pas. Alors là, le film étant finalement assez rude en fait, je trouve psychologiquement, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais je trouve ça intéressant de rappeler quand même cette position du western qui le place aussi un peu, à mon avis, on dit c'est le genre américain par excellence, mais c'est aussi un genre cinématographique par excellence, parce que peut-être, et là je vais peut-être un petit peu loin, vous me direz peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais le cinéma, faut quand même rappeler aussi qu'en tant que outil, médium, c'est un système d'enregistrement de la réalité qui ne fait que capter des choses qui disparaissent en fait au fur et à mesure. Donc je trouve que cet aspect, si vous voulez, mélancolique en fait, qui est inhérent en fait au sujet du western, je trouve qu'il est admirablement servi par le cinéma.
toujours, puisque on sait bien que ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est à la fois beau parce que c'est arrivé qu'une fois, c'est la beauté de la vie telle qu'elle a été captée, dont on a gardé une trace. Et puis en même temps, c'est le côté de la perte, quoi, le côté mélancolique de se dire ça ne se reproduira plus, quoi. Et ce qui est intéressant avec le western, c'est qu'on a toujours une ambivalence entre le côté réaliste et le côté, là, avec le western, le côté effectivement fantasmé ou mythologique sur cette période de la conquête de l'Ouest, où on verra dans les westerns, notamment évidemment du Nouvel Hollywood, où il y a ce qu'on a appelé le révisionnisme, le western révisionniste, qui va montrer, justement, on parlait tout à l'heure, un aspect en général beaucoup plus réaliste sur ce qui s'est réellement passé. Par exemple, je sais pas, Little Big Man sur les Indiens, des choses comme ça, quoi. En tout cas, je vous recommande, tous les films de cette série sont super beaux. Moi, j'aime beaucoup de Naked Spur, qui est L'Appât, ça en français, parce que c'est très étonnant, ça se passe dans la nature, mais dans un espace très restreint. Donc il y a très peu de personnages, 4 ou 5, et ça ressemble quasiment à un huis clos, sauf qu'on est dans une nature américaine absolument magnifique, la forêt, les cascades, des choses comme ça. Mais en fait, ça se passe sur un espace de genre 1 km², je sais plus, enfin et c'est très très beau, quoi. Après, le Bend of the River, qui est les affameurs, est intéressant, mais alors lui, c'est un film qui est plus typique effectivement de la traversée des pèlerins. On est vraiment sur le convoi avec effectivement tous les enjeux, les dangers des attaques d'Indiens, etc. Donc peut-être beaucoup plus classique dans le sujet, quoi. Non, vraiment, je trouve que ce film-là, en fait, a quelque chose de très différent, quoi. J'avais une remarque au sujet des films auxquels ça fait penser par rapport à l'inéluctabilité de l'arrivée de la civilisation. Moi, je vois dans le duel final, le duel un peu du coup totalement fantasmé de l'homme qui tua Liberty Balance, où finalement on a l'inéluctabilité de ce qui arrive, qui sort de nulle part. Voilà, pour moi, l'homme qui arrive pour tuer Liberty Valance et qui sort de nulle part, c'est un peu comme le peuple qui arrive pour asseoir la mort de Ganon, finalement. Oui, mais oui, la comparaison est intéressante dans Liberty Valance. Alors c'est un petit peu différent parce qu'on va supposer que tout le monde l'a vu. Il y a quand même cette idée finalement du cow-boy à l'ancienne qui se sacrifie pour laisser place à la civilisation, à la justice, avec cette idée chez Ford qu'il y a c'est un sacrifice qui n'est pas qui n'est pas reconnu comme tel, en fait. C'est-à-dire que on va imprimer plutôt la légende qui veut que ça soit l'avocat James Stewart qui a tué le fameux Valance. Ici, c'est plus simple, en fait, finalement, puisqu'il n'y a pas cette dimension-là. Il y a un tel niveau de violence, effectivement, on atteint un degré où il faut 2 personnes identiques, c'est les mêmes, en fait, Ganon et James Stewart, et Jeff, d'une certaine manière, quoi. Non, mais il y en a un, en fait, qui s'est épanoui, on va dire, à Skagway, avec un peu plus de cynisme et de sadisme aussi. Mais au fond, il y a vraiment une équivalence, je pense, qui est construite dans le film. Mais encore une fois, le film s'arrête parce que toi, tu parlais de lumière après. Moi, je pense que ça va être compliqué quand même. Mais mais c'est vachement intéressant là, ces petites villes comme ça, comme Dawson, qui effectivement ont explosé pendant quelques années. Et là, normalement, en fait, dans la réalité, la ville va vraiment se développer. D'ailleurs, pour répondre à ta question, elle va devenir, il va y avoir des dizaines de milliers d'habitants, et il y aura effectivement une école, etc. Mais par contre, elle va se vider après l'arrivée vers l'or. Ça va redescendre à, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais quelques milliers d'habitants. Et tout ça en une période très courte, quoi. Et il y a un film que je vous recommande qui s'appelle Dawson City, le temps suspendu, qui est un documentaire très très beau réalisé par Bill Morrison. Et il raconte en fait qu'on a retrouvé des pellicules de films qui étaient projetés à Dawson City au tout début, fin 19e, début 20e,
on les a retrouvés pris dans le permafrost, en fait. Voilà. À un moment donné, ils ont voulu creuser, je crois, un stade pour faire une piscine, enfin un truc comme ça. Ils ont creusé, et puis hop, il y a un bout de pellicule là qui est enterré, tout ça, et ils ont ressorti en fait des tas de films qu'on voit dans le documentaire et qui sont à la fois des films que les gens voyaient, donc des films qui étaient envoyés à Dawson City pour l'entertainment, quoi, le spectacle. Et il me semble qu'il y avait aussi une partie qui était de films documentaires sur place, quoi. Et donc ce qui était très très beau, enfin si vous le voyez, c'est que tout à l'heure je parlais du cinéma, de la trace et de la perte, etc. Mais ces films-là portent la marque du temps, puisque dans le documentaire, il a gardé la moisissure, enfin la dégradation de la pellicule. Donc on a des visages en fait qui disparaissent tantôt, qui apparaissent au gré en fait de la détérioration de la pellicule. On a l'impression de voir des sortes de fantômes, si vous voulez. C'est très très beau. Enfin c'est un très beau documentaire et voilà, je trouve ça assez marrant que ça raccorde avec cette ville. C'est comme encore une fois comme dans Clementine, c'était Tombstone en fait, ville minière qui en fait il restait plus grand chose après, quoi. Enfin, ça c'est les boomtowns, je crois ils appelaient ça. Enfin effectivement ces villes qui poussaient et qui mouraient au gré des exploitations minières, quoi, effectivement. Détroit a été quasiment, une fois que l'industrie automobile s'est écroulée, il y a Détroit, le centre-ville, il n'y a plus rien, quoi. La ville n'existe plus. Mais vous voyez, ça en fait c'est intéressant parce que je crois que ça va dans le sens aussi de cette description d'une société en fait qui ne fonctionne que par l'exploitation en fait des ressources dans un système capitaliste, voilà, qui absorbe tout ce qu'il peut en fait, mais qui détruit en même temps. Et une fois qu'il n'y a plus rien, on va voir ailleurs, etc., quoi. Donc, voilà. Donc il y a toujours une nouvelle frontière, hein, d'ailleurs à franchir, hein, dans ce sens-là. Elle ne s'arrêtait pas en 90 en fait, la frontière. On en a trouvé tellement d'autres après, quoi. Je voudrais rapidement dire un truc. Je ne suis pas trop d'accord avec l'idée que Jeff et Gannon sont en fait les deux revers d'une même médaille, parce que il me semble que la question de la violence, elle est traitée par ce... Je repense à ce passage du troupeau au moment de l'exécution des mecs là, qui de toute façon ne vont pas être exécutés puisqu'on les ramène à leur prison. En fait, Gannon, pour moi, il incarne le libre arbitre total sur la question de la violence, enfin voilà, un être dépourvu totalement du sens de la loi, alors que Jeff, il est toujours là quand même pour dire on ne meurt pas pour rien. Et si j'ai flingué 2 mecs, c'est parce qu'on m'a piqué mon bétail. La question de la propriété privée, elle est hyper dominante pour moi dans le film, hein, avec les piquets, les histoires de concessions qu'on conteste. Et c'est là que le peuple commence à se lever. C'est quand même la lointaine histoire du capitalisme quand on le voit en Angleterre déjà, hein, sur cette histoire de terres qui sont prises. Voilà, c'est ça que ça m'évoque, quoi. Juste, je voulais dire ça. Je crois que c'est véridique, hein, ces histoires de concessions qui ont été, truandées, quoi, parce que effectivement, lui connaissait en fait. D'ailleurs, en fait, entre parenthèses, si vous pouvez voir le premier western je sais pas si c'est le premier d'Anthony Mann, c'est The Devil's Doorway, la porte du diable, Port du diable, merci, en 1950, probablement un des premiers grands westerns qui parle de la question indienne et des terres en fait que les Indiens exploitaient. Et justement dans ce film-là, il y a cette arnaque à la concession en fait, c'est-à-dire que lui a une terre en fait qu'il exploite depuis des années. Enfin c'est à lui et il a fait prospérer. Mais en fait en tant qu'Indien, il n'a pas le droit de l'acheter parce qu'il n'est pas citoyen américain. Donc il y a toujours cette idée finalement. Là c'est entre guillemets entre Américains. Que l'arnaque se fait, mais oui, en tout cas, ça s'est réellement passé. Après, sur la question du rapprochement entre Gannon et Jeff, c'est vrai que j'ai un peu exagéré, mais c'était pour souligner quand même qu'il y a, à la base, en fait, c'est des personnages, je pense, qui ont des fondements en fait très très proches. Évidemment qu'il y a une différence, mais quand même il y a des points communs. C'est plutôt le côté troublant, si vous voulez, des choses qui les rapprochent.
Oui, mais c'est d'autant plus intéressant, effectivement, qu'ils ne sont pas l'un blanc, l'autre noir, bien évidemment. Hein. C'est ce qui est passionnant dans ce film, je trouve. Hein. Et ce qui n'était pas si courant quand même à l'époque, il me semble. Et justement, la question, c'est que est-ce qu'il ne fait pas de mal parce qu'il est tout seul ? C'est pas évident, en fait. Parce que justement, effectivement, le fait d'être dans une attitude hyper individualiste comme ça et de regarder les gens se faire tuer en disant ça me regarde pas, ça pose question quand même. Donc voilà. Donc, mais je suis bien d'accord sur ce que vous dites que c'est quand même pas du niveau de Gannon. Il ne faut pas louper non plus le personnage de Ben qui incarne aussi l'idée du rêve américain, du ranch dans l'Utah par exemple, c'est-à-dire une espèce de tranquillité individuelle comme ça, alors que rien n'est possible de ce côté-là. Et c'est lui qui va mettre ça en lumière, Jeff. Oui, on sent bien que ça n'intéresse pas du tout. Les vieux se font tuer, ce qui est normal. Voilà. Mais en tout cas, le personnage de Ben, je trouve très très beau. Et ça humanise en fait Jeff. S'il n'était pas là, ça serait vraiment rude, hein, honnêtement. S'il n'y avait pas le coup de la pipe avec qui il allume, etc., la clochette, le truc et tout. Et ce rêve effectivement d'acheter un ranch ensemble qui... Mais c'est un peu cruel aussi, parce qu'on se rend bien compte qu'il n'en a pas envie, en fait, Jeff. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais bon. Oui, la scène où il fait son bagage et l'autre, il n'en peut plus parce qu'il le voit partir et tu partirais sans moi. Enfin bon, c'est une histoire d'amour aussi, hein, toujours entre mecs. Ah oui, ça c'est typique du western. Bon, on s'arrête là. Donc la prochaine fois, on va rester la même année d'ailleurs, avec Johnny Guitar, qui est sorti, je crois, un tout petit peu plus tard, avec Joan Crawford, et il y aura plein de choses intéressantes à dire sur Crawford, parce que c'est quand même un sacré personnage. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.